Dans son exposé des motifs, la loi portant principes fondamentaux de la protection de l'environnement promulguée en 2011 est un cadre légal dont dispose la RDC pour, entre autres, définir les grandes orientations en matière de la protection de l'environnement et prévoir les risques et lutter contre toute forme de pollution et de nuisances. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette tranche écologique Objectif Vert qui poursuit justement cette question ou ces sujets liés à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Si vous vivez à Kinshasa, vous êtes quinoise comme moi, vous êtes sans ignorer que la ville de Kinshasa vit dans une situation assez alarmante. Alors pour ce numéro, nous abordons une fois de plus ces sujets d'insalubrité parce que la situation, comme je l'ai dit, est assez alarmante. Cependant, nous allons aborder l'aspect légal ou encore le cadre légal dans l'assainissement ou la gestion des déchets. Pour en parler, votre magazine reçoit pour vous un expert sur les questions de droit environnemental. Il est avocat, il est membre de l'organisation non gouvernementale Juristes pour l'environnement au Congo. Il n'est pas n'importe lequel des membres, il est président du conseil d'administration. Maître Félix Lilakako. Maître, bonjour. Bonjour Madame Ferrer. Merci d'accepter l'invitation de l'Objectif Vert. C'est toujours un plaisir pour nous de venir sur ce plateau d'Objectif Vert qui joue un rôle assez important de vulgarisation de droits de l'environnement, mais aussi de sensibilisation du public sur ces questions aussi importantes. Merci beaucoup, Maître. Mais avant de poursuivre cette émission qui s'ouvre aujourd'hui sur cette place qui est connue de tous les Quinois, j'imagine, la place d'Évoluer qui accueille cette fois-ci la foire de la culture, nous allons prendre cet élément et on se retrouve tout juste après. Le saviez-vous? La vie des déchets ne s'arrête pas. Quand on jette un déchet dans la nature, son temps de dégradation peut être long, parfois même jusqu'à plusieurs milliers d'années. Imaginez un trognon de pomme jeté par terre, met 3 à 6 mois pour se dégrader. Un filtre de cigarette, 1 à 2 ans. Un simple chewing-gum, 5 ans. Un emballage de bonbons, 10 à 50 ans. Une canette en aluminium, 10 à 100 ans. Un gobelet en plastique, 100 à 1000 ans. Un sac en plastique, 100 à 1000 ans. Et le verre, 4000 ans. Alors, pensons-y avant de jeter n'importe où. Ayons un comportement responsable pour garder un environnement de qualité. Pour nous, pour les générations futures, moins de déchets. On a tous à y gagner. Nous voilà de retour sur ce plateau de circonstances, ici sur la place des Évolués, pour parler de cette question d'insalubrité. Avec moi, je vous l'avais dit, je reçois pour vous Maître Félix Lilakako, qui est avocat expert sur les questions de droit environnemental et président du conseil d'administration de Juristes pour l'environnement au Congo. Maître, dites-nous, quelle est votre perception à vous sur l'état d'insalubrité dans lequel se trouve la ville de Kinshasa? Merci beaucoup Madame Ferra. Je pense que c'est important d'échanger autour de ces questions liées à la salubrité ou même à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, parce que c'est une question qui n'intéresse pas seulement le pouvoir public, mais aussi la population. Et comme vous l'avez dit, nous sommes sur ces plateaux de circonstances à la place des Évolués, qui devait être déjà le modèle type de la salubrité, de l'esthétique dans la ville de Kinshasa. Du beau. Du beau, comme vous le dites. Cela commence déjà à nous interpeller tous parce que la problématique de l'assainissement, comme j'ai dit tout à l'heure là, est une problématique qui devrait intéresser non seulement le pouvoir public, c'est-à-dire le gouvernement, mais aussi le gouvernement provincial, les entités décentralisées et la population que nous sommes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'est un secret pour tout le monde, c'est que l'assainissement de la ville de Kinshasa mérite une certaine retouche et cela interpelle tout le monde. Alors Maître, dites-nous, les pays disposent-ils d'un arsenal juridique dans le secteur de l'assainissement qui peut décanter la situation que nous vivons actuellement? Alors, effectivement, s'il faut analyser les cadres juridiques de la RDC, on voit qu'il y a un engagement assez fort du gouvernement, de la République, pour des questions liées à la protection de l'environnement et à l'assainissement. Déjà, les textes de base, la Constitution de 2006, prévoit une disposition spécifique assez claire qui consacre le principe universel de droit à un environnement sain, qui est ainsi libellé dans la Constitution que tout le monde a droit à un environnement sain, à son épanouissement, et les constituants précisent que l'État a l'obligation de veiller à ce que la population vive sur un environnement qui est sain.
Et donc déjà la Constitution qui donne des orientations aux lois sectorielles a prévu ce principe-là, a prévu cette obligation pour l'État de nous mettre dans des contextes tels qu'on vit dans un environnement sain et un environnement qui soit propice à notre santé pour nous éviter autant de maladies, ainsi de suite. Et ce principe constitutionnel a été relayé par une loi spécifique qui a été promulguée 5 ans après la Constitution, qui est la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Qui prévoit justement des mesures pour pouvoir protéger, inciter les gens à ne pas peut-être polluer leur environnement ou à bien gérer leurs déchets, j'imagine. Effectivement, cette loi, comme elle est intitulée, une loi portant principes fondamentaux, donne des orientations aux différents secteurs, mais aussi aux différentes provinces et aux entités territoriales décentralisées de prendre des mesures liées à la protection de l'environnement. La loi portant principes fondamentaux prévoit par exemple des obligations, par exemple pour ceux qui développent des grands projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, de mener une étude d'impact environnemental et social pour démontrer qu'effectivement les projets qui sont en train de développer n'auront pas d'impact négatif des nuisances sur l'environnement, cas de nuisances, cas de bruit, ainsi de suite, mais aussi ces projets n'auront pas d'impact négatif sur la population qui vit tout autour. C'est des cas de développement de projets comme des stations services, oui. Gros immeubles, brasseries, des brasseries, ainsi de suite. Et donc, sur le plan légal, cela est déjà prévu. Mais est-ce qu'il y a, en dehors de cette loi, existe une autre loi par celle-là? Parce qu'on n'a pas qu'une seule loi, j'imagine, sur cette question. Effectivement, il n'y a pas qu'une seule loi. Il y a par exemple la loi sur la santé publique qui a été promulguée en 2018, qui donne aussi des orientations sur la gestion des déchets biomédicaux et médicaux au niveau de la ville de Kinshasa. Parce que quand vous promenez tout autour des centres de santé, des hôpitaux, vous vous rendez compte qu'il y a des instruments, des matériels biomédicaux qui sont jetés ça et là. Or, il existe des normes en matière de traitement, de gestion, d'incinération de ces effets. Et donc, les cadres légaux existent et il y a même des cadres réglementaires aussi qui existent au niveau central, tout comme au niveau provincial. Il y a un décret qui a été pris par le Premier ministre sur la définition des normes d'utilisation, par exemple, des plastiques dans les différentes agglomérations. La province également a pris certaines dispositions, certains édits, tout comme certains arrêtés. Et donc, les cadres juridiques existent. On peut dire aujourd'hui que la RDC possède bel et bien un arsenal juridique pouvant décanter la situation d'insalubrité qui vit pour particulièrement la ville de Kinshasa. Il existe un arsenal juridique pouvant nous aider à décanter la situation. En tout cas, sur le plan des textes, la réglementation existe. On peut parler d'une inflation législative, d'une inflation réglementaire. Et le grand défi, c'est d'assurer maintenant la mise en œuvre de cette réglementation. Alors, maître, ça me pousse à me dire si la réglementation existe, si cet arsenal juridique est aussi consistant que vous le dites, quelles sont les amendes qu'encourent aujourd'hui les générateurs et les détenteurs des déchets qui s'en débarrassent n'importe où, mais surtout n'importe comment, comme vous faisiez allusion des hôpitaux par exemple? Alors, la particularité se trouve dans la loi. La loi de 2011 sur la protection de l'environnement a apporté plusieurs innovations. Sur le plan de la responsabilité, la loi a prévu à la fois la responsabilité civile, mais aussi la responsabilité pénale. Il y a du pénal aussi? Voilà. C'est-à-dire que sur le plan de la responsabilité civile, toute structure, toute personne physique, toute personne morale, dont les activités ont une incidence négative sur l'environnement, répond non seulement pénalement, mais aussi sur le plan civil. C'est-à-dire que cette personne a l'obligation d'indemniser, c'est-à-dire que la personne s'expose à des poursuites à la fois pénales, mais aussi à la fois civiles. Il doit payer des dommages et intérêts, par exemple à la population qui subit des dommages, ainsi de suite. Et sur le plan légal, la loi a également prévu un régime de sanctions bien défini, qui vont des amendes qui peuvent aller de 1 million de francs jusqu'à même à 250 millions de francs. 1 million de francs pour quelqu'un qui a jeté une bouteille en plastique? Alors, la différence, c'est mesure au niveau de la gestion des déchets domestiques et par rapport à d'autres déchets, par des déchets industriels, ainsi de suite. C'est pour dire que ceux, par exemple, qui sont passibles des infractions de mauvaise gestion des déchets domestiques, les peines prévues par la loi et même renforcées par l'édit provincial de la ville de Kinshasa passent par exemple de 1 million de francs congolais
allant jusqu'à 10 millions et même 20 millions de francs congolais. Alors que pour des industriels, tous ceux qui polluent, ainsi de suite, les amendes vont de 15 à 20 millions, allant même jusqu'à 250 millions de francs. Et le juge a la possibilité même de doubler ou de tripler ces amendes, notamment en cas de violation, de non-réalisation des études d'impact environnemental et social, ou de constats ou de récidives en matière de ces infractions. Donc ça relève de la ville et non des communes, je vais bien comprendre. Quand nous sommes de la ville, c'est-à-dire de la province de Kinshasa. Et le gouvernement provincial ayant ses bras à travers notamment des communes, des quartiers, des rues, les marchés communaux. Il est important qu'au niveau de la ville, que le gouverneur responsabilise davantage les bourgmestres qui gèrent des communes. Donc vous êtes en train de nous dire que si la ville est autant sale, c'est parce que les bourgmestres ne sont pas assez ou suffisamment responsabilisés par l'autorité de la ville? Je ne dis pas qu'ils sont civilement responsables. Je l'ai dit que la responsabilité est une affaire de tous. Parce que si aujourd'hui nous constatons que les autorités communales ne font pas le travail, c'est aussi le besoin de les leur rappeler. Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple des conseillers communaux. Oui, oui. Ils devaient être là pour interpeller le bourgmestre, en dépit de toutes les difficultés qu'il y a. Ils devaient être là pour interpeller le bourgmestre, pour interpeller les chefs de quartier à bien faire leur travail. Et donc, c'est un travail qui devait être fait par tout le monde, mais qui devait être coordonné au niveau des entités ayant des responsabilités définies par les textes. Et donc, pour les cas des communes, par exemple, c'est un travail de bourgmestre de communes, c'est un travail des chefs de quartier, des chefs de rue, de veiller à l'application de ce qui est prévu par la loi. Parce que si aujourd'hui, prenons les cas de la gestion des déchets domestiques. Ce sont ces déchets-là qui pullulent sur la... beaucoup de nuisances au niveau des avenues. Nous allons revenir plus tard sur les déchets industriels, mais d'abord ces déchets domestiques, ces déchets qu'on trouve sur les rues, les enfants peuvent jeter ou plus facilement, les gens prennent même leurs déchets qui viennent des ménages pour les mettre sur la rue, les jeter, ainsi de suite. Et après, qui fera ce travail? C'est Dame la Pluie qui viendra les collecter, les déposer là où elle veut. Alors que les entités provinciales, les entités communales devaient être en action, travailler ensemble avec la police, travailler ensemble avec les cours et tribunaux. Et là, alors, nous insistons qu'il est important de renforcer aussi les capacités de ces entités-là, à la fois des entités communales, mais aussi des entités de la police, de leur donner un peu quelques séances, renforcement des capacités, afin qu'ils comprennent les b.a.-ba du droit de l'environnement, ce qui est prévu par les textes, et ainsi de suite. Maître, mais j'ai envie de poser la question, est-ce que les cours et tribunaux, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pouvoir judiciaire peut se saisir de la question de l'insalubrité? Est-ce que, sans qu'on ait porté plainte, est-ce qu'un magistrat peut ouvrir un dossier sur le fait qu'une avenue est sale, ou une commune est sale, ou une place publique est sale? Effectivement, quand vous lisez la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, il est dit clairement que pour l'application de cette loi, il y a deux catégories de personnes qui ont le pouvoir. Il y a d'abord le personnel judiciaire, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, les OPJ qu'on voit dans tous les commissariats, les OPJ, c'est-à-dire ceux qui sont assermentés, mais il y a aussi les parquets. Voilà. C'est-à-dire que cette première catégorie a le pouvoir d'ouvrir des informations judiciaires. Sans dépôt de plainte. Sans plainte, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de rechercher, dit la loi, et de constater les infractions en matière de violation des droits de l'environnement. Deuxièmement, ce sont des agents et des cadres de l'administration de l'environnement, que ce soit au niveau central ou au niveau provincial, ceux qui sont assermentés. Donc ce sont les deux catégories de personnes qui, sans plainte, sans dénonciation, ont le pouvoir de rechercher, de constater des infractions en matière de violation de l'environnement, mais aussi de déférer les cas devant les cours et tribunaux. Mais j'ai envie de poser quand même une autre question. Mais quand ils vont ouvrir une enquête, c'est contre la population ou c'est contre les décideurs? C'est contre la commune, par exemple? C'est contre qui ils vont ouvrir ces dossiers-là? Alors, ça c'est une bonne question. Lorsqu'ils ouvrent des dossiers judiciaires, c'est à l'encontre de ceux qui violent la réglementation en matière de l'environnement. Par exemple, ceux qui gèrent mal les déchets. Si c'est des déchets domestiques ou ménagers, c'est à l'encontre des personnes qui ont mal géré, qui ont entreposé, qui ont déversé ces déchets. Si c'est des déchets industriels, c'est à l'encontre de ces sociétés. Et c'est encore beaucoup plus avantageux parce que si des actions sont ouvertes contre les sociétés personnes morales, non seulement qu'il y aura des peines au niveau pénal, mais aussi des poursuites, des responsabilités civiles. Ils paieront des amendes, ils paieront quelque chose qui va rentrer dans la caisse de l'État, qui va renforcer par exemple les actions au niveau de fonds d'assainissement.
Parce que la ville a par exemple créé un fonds d'assainissement pour mobiliser les finances, les financements pour l'assainissement. Et s'il y a des sanctions, s'il y a des peines comme ça, s'il y a des amendes, cela permettrait à ce que ces fonds puissent fonctionner et doter effectivement ceux qui ont cette charge-là des moyens nécessaires pour assainir régulièrement la ville. Un travail de synergie doit être fait, chacun doit jouer sa part de responsabilité. Nous sommes de retour sur ce plateau des circonstances, la place d'évoluer dans cette foire en tout cas de la culture pour répondre avec notre sujet sur l'insalubrité qui bat son plein dans la ville de Kinshasa. Nous parlons du cadre légal dans la gestion des déchets, dans la réglementation en tout cas de l'assainissement en RDC mais particulièrement dans la ville de Kinshasa. Maître Félix, avec qui nous nous entretenons depuis un moment, nous allons revenir avec lui pour poser la question sur le juriste pour l'environnement au Congo. Votre organisation non gouvernementale a publié le 9 juillet dernier une analyse critique sur la loi numéro 11/009 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement 13 ans après qu'elle soit promulguée. Que vit cette démarche initiée par votre structure quand on sait aujourd'hui que cette loi a déjà été visitée ou révisitée ou modifiée comme on le dit? En tant qu'organisation non gouvernementale, notre travail c'est aussi de rappeler, c'est aussi d'interpeller. Nous jouons un rôle de coq de momentum qui vous rappelle les matins, réveillez-vous, il est temps. Et donc, au regard de notre expertise et au regard du constat que nous avons fait sur le terrain, nous avons vu que la loi a été promulguée, tout l'engagement a été défini par le pouvoir public de doter la RDC d'une loi spécifique. Et donc, il faut passer par la mise en œuvre. Et nous sommes dit, 13 ans après la promulgation de cette loi, qu'est-ce qu'il en est au juste? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Cette analyse vise justement à rappeler à l'État que les bonnes intentions qui ont été prises en promulguant cette loi devraient se poursuivre. Qu'aujourd'hui, 13 ans plus tard, nous ne devions plus avoir une loi dont l'application s'avérerait difficile parce que les différentes mesures d'application qui sont prévues par la même loi ne sont pas encore prises. Nous parlons aujourd'hui de la question des déchets. Effectivement, il y a un grand problème de gestion des déchets. Il faut définir, clarifier la chaîne de cette gestion. Mais la loi prévoit par exemple qu'il faut qu'il y ait un décret pris par le Premier ministre pour édicter des normes par rapport à la gestion des déchets. Nous rappelons par exemple que cette loi avait prévu la mise en place de certaines structures. Un fonds par exemple pour la protection de l'environnement, des structures pour encadrer tout ce qu'il y a comme action environnementale, ainsi de suite. Certaines ont été prises, mais d'autres. Nouvelles structures qui devaient être créées pour renforcer effectivement l'action environnementale. Mais cela n'est pas fait. Et pour nous, nous avons jugé opportun de rappeler au gouvernement, effectivement, de finaliser ces processus de réglementation tels que prévus par la loi. Et s'agissant de l'assainissement, par exemple, dans les recommandations dont vous faites allusion ici, vous proposez l'adoption des mesures préventives contre les risques environnementaux en élaborant des mesures fortes pour la gestion des déchets. Par mesures fortes, maître, vous entendez quoi par là? Alors, par mesures fortes, nous entendons des mesures qui seront prises en synergie entre les niveaux central et les niveaux provincial. Parce qu'il n'est pas nécessaire, il n'est pas opportun de bien vouloir avoir de bons résultats si cette question de gestion d'assainissement est laissée à la merci de la province. Il est important, nous pensons, que la province renforce la collaboration avec le niveau central, avec le ministère de l'Environnement, qui a une direction d'assainissement, avec les autres ministères aussi, le ministère de la Santé, pour assurer le contrôle de l'inspection. Donc nous pensons qu'il est vraiment important d'avoir une coordination intersectorielle, interministérielle sur toutes ces questions pour puiser un peu de partout les différents éléments pour renforcer effectivement l'application de la loi, pour renforcer le suivi et pour renforcer le contrôle afin d'assurer que la question de l'assainissement ne soit pas une question du seul gouverneur de la province, mais que ce soit... Maître, là, nous ne restons pas dans les théories, nous ne restons pas dans les programmes, dans les bureaux, dans les ateliers, dans les planifications. Alors ça, c'est une bonne question. C'est comme ça que nous avons pensé qu'il faut qu'il y ait une coordination intersectorielle. Il y a le ministère de l'Intérieur qui a la gestion des différentes provinces, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, ensemble avec les provinces, devaient définir à la fois une planification stratégique et opérationnelle, définir des actions précises, définir des acteurs, des timings et au demeurant
commencer par faire un état des lieux d'application de tout ce qu'il y a comme norme. Aujourd'hui, nous avons plusieurs textes adoptés au niveau provincial, au niveau national. Il faut évaluer d'abord les forces de ces textes-là, les faiblesses. Nous avons plusieurs structures. Nous avons des fonds ça et là, nous avons des régies, ainsi de suite. Est-ce que ces structures-là font bien leur travail? Est-ce que ces structures-là ne sont pas dotées des difficultés à la fois opérationnelles, à la fois structurelles, à la fois financières? Donc c'est cet état des lieux-là qui devait être mené et c'est à partir de là, voir maintenant quels sont les acteurs à impliquer pour assurer que cette question d'assainissement ne reste une question de critique acerbe de tous les jours. De voir qui est-ce qu'il faut impliquer. Est-ce qu'il faut rester seulement au niveau des décideurs? Est-ce qu'il faut impliquer, comme nous l'avons dit tout à l'heure là, les communes, les quartiers, les rues? Est-ce qu'il faut impliquer la police, la justice? Est-ce qu'il ne faut pas impliquer les différentes églises, les différents leaders d'opinion, des écoles, des universités, de telle sorte que des actions mutualisées sous une coordination et un accompagnement de la police, de la justice, devait amener à ce que nous ayons une ville qui soit propre, viable et vivable. Cette émission va toucher à sa fin. Maître, un petit mot. La ville de Kinshasa a un nouveau leadership. Les défis sont effectivement nombreux, mais l'assainissement figure également parmi les défis de l'actuel gouverneur. Un mot par rapport à la situation pour clore. Tout ce qui est visible attire beaucoup plus d'attention et de critiques. Nous pensons que pour le gouvernement provincial, il ne s'agit pas d'aller vite en besogne pour prendre des engagements avec des structures pour la gestion des déchets, ainsi de suite. Nous pensons que la première des choses, c'est que la ville devait faire d'abord un état des lieux, des actions menées depuis 10 ou 15 ans sur l'assainissement. Et c'est un peu de faire un état des lieux sur les cadres réglementaires de la province. Analyser, voir est-ce que ces cadres réglementaires est encore adapté. Parce qu'à la longue, la loi mérite aussi une certaine réforme, une certaine modification. Voir si les cadres légaux et réglementaires sont adaptés et voir aussi si les structures chargées effectivement de l'assainissement sont encore opérationnelles. Quels sont les défis de ces structures? On parle des régies d'assainissement, on parle des structures urbaines, ainsi de suite. Et c'est un peu de faire une analyse, une autopsie pour voir qu'est-ce qui ne permet pas à ces structures de faire le travail. Mais essayer aussi de s'ouvrir. Renforcer, comme nous l'avons dit, la coopération, la collaboration avec le niveau central. Renforcer la collaboration avec la police, cela existe, mais essayer un peu d'évaluer qu'est-ce qui ne marchait pas. Renforcer aussi la collaboration avec les cours et tribunaux. Se rapprocher davantage des cours et tribunaux pour que l'action judiciaire contribue aussi à l'assainissement. Et aussi de voir comment redynamiser les structures provinciales, comment travailler ensemble avec le bourgmestre, les chefs de quartier, les chefs de rue, les impliquer davantage à appliquer la loi, à appliquer la peine et à assurer que la réglementation soit respectée. Merci beaucoup, maître. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration des juristes pour l'environnement au Congo, une organisation non gouvernementale. Merci d'avoir été l'invité des Objectifs Verts qui touchent à sa fin. Vivre dans un environnement sain et reconnu sur le plan international comme un droit de l'homme dont dispose chaque citoyen, et ces droits fait l'objet d'une consécration constitutionnelle en RDC, bien que cela ne soit pas toujours effectif. Il revient donc aux décideurs de garantir à chaque Congolais et chaque Kinois en particulier un environnement propice à son épanouissement. Pour cela, le nouveau leadership à la tête de la ville a du pain sur la planche. Voilà qui va mettre un terme à ce numéro de votre magazine écologique Objectifs Verts. Merci à vous de l'avoir suivi. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.